vous allez voir. L'Afrique, c'est ce qui est pointé en bleu au tout bas là. Pendant que tous les pays augmentent de façon exponentielle leurs revenus, leur richesse, l'Afrique reste stable depuis 50 ans. Et cela veut dire que nous avons quelque chose à faire. Au niveau du commerce mondial, je ne veux pas en parler parce que c'est désolant, puisque notre part représente seulement 2%. Notre part représente seulement 2%. N'oublions pas que nous aurons 2 milliards de population, c'est-à-dire le tiers de la population mondiale. Bientôt, avec 2% de revenus de distribution de richesse mondiale. Sur ce terrain encore, ils perdent toute la bataille. Sur le terrain militaire, vous comprenez, c'est dominé par la Chine, la France, le Royaume-Uni. Mais ce qui est plus grave, et ça, nous devons le savoir, ce qui est plus grave, c'est que beaucoup d'États africains ne savent même pas produire les cartouches de simples pistolets. Ne veulent même pas promouvoir la production de simples pistolets, sous des fallacieux prétextes. Oh non, avec ça on va faire le coup d'État. Mais seulement, la France fait faire cela par Dassault, une société privée, mais sous le contrôle permanent de l'État, ce qui ne permet pas à Dassault de faire des déviations. Mais les entreprises, l'État aussi peut créer des entreprises pour fabriquer au moins les armes, parce qu'il faut bien que sur ce terrain, si nous voulons nous défendre, on est en champ de bataille. Parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que le champ de bataille économique est un champ de bataille trop important pour qu'on le néglige. Ce champ de bataille, nous n'avons pas le droit de rester si inoffensif. Bien sûr, sur le terrain militaire, vous l'avez vu, vous l'avez observé. Et enfin, il reste un dernier terrain où nous sommes toujours, c'est le terrain de l'information. Je vous ai parlé tout à l'heure des médias, mais je voudrais venir vous parler d'autre chose. Dans les années 70, il était dit, this country is the hopeless country. Hopeless. C'est-à-dire, c'est un continent sans espoir. Mais pourquoi on avait dit c'est un continent sans espoir? Parce que en Europe, en Occident, on était en plein emploi. On avait besoin de la main-d'œuvre, qualifiée ou non, pour pouvoir développer cette économie. Il fallait lancer des messages pour dire ne restez pas dans un continent sans espoir, venez chez nous. Et après, dans les années 90, il y a la crise économique qui s'est vue aussi en Europe. Alors, le langage va changer. L'Afrique est un continent d'espoir. L'Afrique est un continent de demain. L'Afrique, il fait bien vivre, etc., etc. Donc, les messages sont livrés simplement en fonction des intérêts économiques des nations. Parce qu'on est en guerre. On ne peut pas leur reprocher ça. Ce que nous pouvons reprocher, c'est que nous-mêmes, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à ces messages et on y croit. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas de médias? Oui, nous avons quelques médias panafricains et des médias à l'intérieur de notre pays, de nos différents pays en Afrique. Nous avons par exemple Vox Africa, Africa 24, Africa Number One et Africa Card. Mais qu'est-ce qui se passe? Les capitaines d'industrie qui sont dans cette salle, ces grands entrepreneurs, quand ils vont faire leur message, ils vont où? À CNN, à TF1, etc., etc. Et après, il dit, pourquoi? Les chefs d'État, les leaders des États, ils font leur communication. Ils vont où? Dans ces médias. Et après, il dit, les médias africains n'ont pas d'audience. Comment voulez-vous que quelqu'un ait l'audience lorsqu'on ne lui donne pas l'information? Comment voulez-vous que quelqu'un ait l'audience lorsqu'on ne lui donne pas la priorité? Or, vous ne verrez jamais la Russie donner des messages importants en dehors de Russia Today.
la France utilise TF1 24. Ce qui est pire, et vous allez pouvoir l'observer, c'est que presque dans tous les aéroports africains, je les fréquente tous les jours on voit France 24, lorsqu'on est en zone francophone. Lorsqu'on est en zone anglophone, CNN. Alors que tout le monde sait, à moins que je me trompe, que ça c'est pour véhiculer des messages contre nos intérêts, contre nous. De là, on doit se poser une seule question. À quand l'Afrique? Et je dirais qu'il faut un réveil urgent. Je voulais même paraphraser le professeur Maurice Kamto, parce que dans un de ses livres, il disait « urgence de la pensée ». Je dirais aujourd'hui « urgence d'action ». Parce que à l'urgence de la pensée, il y a l'urgence de l'action. Nous avons une population, si nous l'éduquons, si nous lui donnons le savoir qu'il faut, nous pouvons gagner toutes les batailles. Donc, dans ces conditions, l'Afrique doit pour mon part agir sur 4 fronts. Le premier front est le front de l'éducation. Et là, encore une fois de plus, avant d'aller plus loin, je m'en vais citer le professeur Jacques Famé-Dongo. Dans son interview, il dit ceci, il faut casser le cloisonnement entre l'entreprise et l'éducation. Il faut redonner une nouvelle image à l'éducation. Et cette fois-ci, il cite le chef de l'État. Il faut transformer notre système éducatif en un système productif. Mais c'est quoi transformer notre système éducatif en système productif? J'ai quelques mots à vous dire. Je crois qu'il faut une éducation du savoir, du savoir-faire et du savoir-être citoyen. S'il y a une éducation du savoir-faire et du savoir-être citoyen, nous allons pouvoir créer les conditions optimales pour pouvoir arriver à notre développement. Pour cela, c'est quelle éducation? Il faudra tout de suite abandonner l'éducation de récitation que nous avons héritée de la colonisation pour adopter l'éducation moderne qui est l'éducation du questionnement. Et pour cela, il faut prendre le questionnement depuis le très bas âge, c'est-à-dire depuis avant l'âge de 7 ans. Et je voudrais vous citer la théorie des jésuites. Ils disent, en général, si vous voulez que je fabrique un chrétien pour la vie, donnez-le-moi avant l'âge de 7 ans. Parce que c'est à ce moment, et à ce moment précis, qu'effectivement, il lui donne toute la manière de penser. Nous avons un devoir. Vous savez, nos universités africaines, globalement, ne figurent pas dans les 100 premières. Et même dans les 500 premières, nos universités, il y en a 4. 3 en Afrique du Sud, 1 en Égypte. C'est-à-dire, nous avons un travail et nous devrons pouvoir le faire. Le défi technologique. Ce défi, il s'agit en définitive, comme le ministre Famé-Dongo a dit plusieurs fois dans ce discours, il faut développer l'enseignement technique, l'enseignement scientifique, l'ingénierie, pour donner une masse suffisante à l'économie pour lui permettre de se propulser. Il faut, j'en dis, augmenter le budget de la recherche. Sur le plan économique, il faut que nous exploitons intelligemment nos richesses. Et nous pouvons le faire. Et je le disais dans une de mes publications, quelle Afrique en 2050? Et je le décrivais, je voudrais bien encore une fois décrire avec vous. Il faut que nous exploitions de façon intelligente. C'est quoi exploiter de façon intelligente? Nous savons que les autres ont le savoir. Et si nous voulons le win-win, c'est-à-dire un partage équitable, comme nous sommes en position de faiblesse, nous pouvons décider que dans une première phase, nous n'allons avoir que le tiers de ce que nous produisons, de ce qui est dans notre sous-sol ou sur notre sol. Mais la programmation doit être faite pour qu'on sache peut-être que dans 10 ans, nous aurons la moitié. Et que peut-être dans 20 ans, 30 ans, pourquoi pas, ce n'est pas long, c'est eux qui auront le tiers et nous aurons le 2 tiers.
Et ça, c'est ce qu'on appelle le win-win game. Est-ce qu'on ne peut pas penser à cela et mettre cela en marche? Je voudrais arriver sur un point qui, en général, est sensible. Il s'appelle gouvernance. Mais qu'est-ce que je recommande? Parce que ça, c'est le plus important. Je recommande d'abandonner la démocratie occidentale. Adopter la démocratie africaine. Parce que cette démocratie africaine a beaucoup de ses vertus. La première des vertus, c'est l'esprit d'indépendance. Et pour évoluer, il faut être indépendant. La deuxième, c'est la libération de la pensée. Nos pensées doivent être libérées. Et la troisième, la consultation et le respect du peuple. C'est ce qui existait chez nous. Et cela me fait tellement plaisir que juste dernièrement, il y a moins de 2 semaines, quand je lisais un journal, Mutation, j'ai retenu une chose de l'ambassadeur Claude Altenmatt de la Suisse. Il dit, et il a soutenu l'idée que la démocratie africaine est la meilleure au monde et que l'Afrique n'a pas besoin de rechercher des modèles de démocratie ailleurs. Parce que chez nous, c'est ça qu'on applique. Chez nous, on est bien avec cette démocratie. Enfin, tout ceci a quoi à faire avec le Kefokam Award? Oui, il y a un lien. Il y a un lien. Et le lien, le professeur Jean-Famé Ndongo le trace lui-même. C'est la raison même pour laquelle il est là. Il s'agit de sonner le glas de l'urgence du réveil africain, de magnifier l'excellence, de redonner l'espoir aux jeunes, de redonner le goût de vivre, de redonner le goût de la recherche, le goût de l'innovation. Et si tout cela, la recherche, l'innovation, le travail, et cela est compris, alors nous avons des chances de gagner nos batailles. Mais pour y arriver, j'ai un problème. Mon plus gros problème, je l'ai découvert quand j'ai visité la Chine. Quand j'avais visité la Chine il y a peut-être 25 ans, je me suis trouvé en face d'une carte du monde. Et on me dit, ça c'est la carte du monde. Et ça n'avait rien à voir avec la carte que j'ai toujours vue et qu'on m'a toujours enseignée. Je me suis posé, et la Chine était au milieu. Et je me suis posé la question, c'est quoi? Je rentre, je retrouve cette carte. C'est celle qu'on m'enseigne. Sauf qu'il y a 2 détails. Le premier, c'est que l'Europe est assise sur l'Afrique. Ce qui veut dire elle est dans la situation de domination. C'est une carte fabriquée par l'Europe. Elle le fait exprès parce qu'elle a une vision. Qu'est-ce que je fais pour dominer l'Afrique? Elle est assise sur l'Afrique. Et l'Afrique même, qui est ici un peu au centre du monde, personne, aucun Africain ne se rend compte qu'il est au centre du monde. Mais j'ai pensé que cette carte, pour moi, en tant que chercheur, n'est pas bonne. Et que l'Afrique doit refaire sa propre carte avec sa propre vision. Et pour refaire sa propre carte avec sa propre vision, j'ai élaboré pour vous une autre carte de l'Afrique que je recommande. Pourquoi